Donc oui, aujourd'hui je vais vous présenter une partie des manips que réalise Monica Arias pendant sa thèse. Alors la raison pour laquelle Monica n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle aurait bien aimé présenter elle-même, c'est qu'elle est encore sur le terrain à travailler, donc à attraper les papillons et à faire les manips dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'objet de la thèse de Monica, ça porte sur l'origine et le maintien de la variation adaptative en population naturelle. Et c'est un projet de thèse qu'on avait construit donc avec Marc Théry, qui travaille au muséum à Brunoy. Et donc je vais essayer de vous montrer tout au long de l'exposé en quoi l'interaction entre Marc et moi a donné lieu à une nouvelle vision sur ces questions d'origine et de maintien de la variation adaptative. Alors, l'idée, c'est de s'intéresser au polymorphisme adaptatif en population naturelle, c'est-à-dire de s'intéresser à des populations pour lesquelles on va trouver plusieurs formes qui vont coexister sur des périodes évolutives longues. Et ça va nous permettre d'explorer l'origine et le maintien de cette diversité. Et on utilise pour ça des approches à la fois de génétique des populations et d'écologie. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui est présent dans de nombreux groupes très diversifiés. Alors nous, on s'intéresse à un cas particulier de polymorphisme adaptatif qui est dû au mimétisme. Alors juste une petite définition. Donc nous on s'intéresse à des cas de mimétisme mullérien, donc qui ont été décrits par Fritz Müller au XIXe siècle. Donc en fait, quand je parle de mimétisme mullérien, je parle de convergence évolutive entre des espèces toxiques vers des motifs ou des patrons de couleurs similaires. Donc vous voyez pas très bien, mais si par exemple vous avez une phylogénie d'une sous-tribu des itomines, et donc vous avez différents patrons de couleurs possibles. Et vous voyez par exemple ce patron de couleur ici, donc le figuré en rouge, qui est celui-ci, on le retrouve à différents endroits de la phylogénie. Et donc il y a à la fois des espèces sœurs qui partagent le même patron, ce même patron, et des espèces très éloignées qui vont avoir convergé vers un même type de motif coloré. Alors la raison évolutive de ça, c'est que c'est probablement une convergence due au comportement d'évitement des prédateurs. Alors pour vous expliquer de manière simple, si vous imaginez une population dans laquelle vous avez deux types de motifs colorés, un qui est minoritaire et un qui est majoritaire, un oiseau va par exemple commencer à attaquer ce morphe-là. Évidemment, comme c'est une espèce toxique avec un goût peu agréable, il va rejeter cette proie. Donc évidemment, probablement que ce papillon ne va pas très bien survivre. Mais par contre, les autres papillons de cette population-là qui présentent un motif similaire vont probablement être évités dorénavant par les prédateurs, qui vont plutôt attaquer les morphes rares ou inconnus dans la population. Alors ça génère ce qu'on appelle, donc ça génère une convergence, par exemple ici vers ce motif noir et orange. Donc c'est ce qu'on appelle une sélection fréquence dépendante positive, c'est-à-dire que plus on va avoir un grand nombre d'individus ou d'espèces qui vont partager un morphe ou un motif coloré dans la population, mieux ils vont être protégés vis-à-vis des prédateurs. Donc ça a pour conséquence qu'en général, au sein d'une région géographique, on va observer une convergence. Donc ici, vous avez l'espèce Heliconius melpomene et ici l'espèce Heliconius erato. Et elles présentent différents motifs colorés selon les régions. Mais au sein d'une région, donc si par exemple vous prenez cette grande région amazonienne, eh bien on trouve à la fois chez melpomene et chez erato ce même morphe rayé avec une bande jaune. Alors dans certains cas, assez rares, on trouve des espèces polymorphes localement, c'est-à-dire que plusieurs morphes vont se maintenir dans une région géographique très limitée. Donc c'est le cas de ce papillon Heliconius numata. Donc voici un exemple de la diversité de morphes qu'on peut trouver au sein d'une population. Et chacun de ces morphes va faire partie d'un groupe de mimétisme, donc ici représenté par différentes espèces du genre Melinea. Qui est un genre, donc vous voyez ici vous avez ce genre Melinea, avec les deux groupes ont divergé il y a plus de 90 millions d'années, alors que la ressemblance morphologique au niveau des patrons de couleurs est très forte. Alors ce polymorphisme, il semble être dû à un équilibre très important entre la sélection à l'échelle locale et la migration. Donc ici, je vous ai mis une carte de la région du Pérou dans laquelle on fait la plupart de nos études. Et vous avez ici la répartition des différentes espèces de Melinea. Donc ça
ça correspond à la répartition des différentes communautés mimétiques dans cette région-là. Et notre papillon Heliconus numata, lui, il va migrer de manière très importante entre ces différents sous-habitats. Et on pense que c'est ce qui maintient le polymorphisme à l'échelle locale. Alors, ce qui est intéressant chez ce papillon Heliconus numata, c'est qu'on connaît bien maintenant les bases génétiques qui sont responsables de ces variations de patrons de couleur. Donc, les variations de patrons de couleur sont contrôlées par une seule région du génome qu'on appelle un supergène, c'est le supergène P. Alors, pourquoi on appelle ça un supergène? Parce que c'est une région dans laquelle on trouve plusieurs gènes, donc à peu près 18 gènes, et on trouve des inversions dans l'ordre des gènes au sein de cette région. Et en fait, ce que vous indique ce schéma ici, c'est que différents ordres de gènes vont correspondre à différents motifs mimétiques. Et le fait qu'il y ait des inversions dans l'ordre de ces gènes, ça va limiter la recombinaison entre les différents gènes. Si vous voulez, ça va maintenir les combinaisons d'allèles qui confèrent des motifs mimétiques à ces papillons. Donc ça, c'est une architecture génétique qui est assez particulière et qui semble favoriser le polymorphisme en intra-population. Alors, la thèse de Monica, elle s'intéresse à cette question, et notamment à l'idée que cette espèce est polymorphe localement, et qu'on a donc une fréquence élevée d'hétérozygotes qui peuvent éventuellement présenter des motifs intermédiaires. Donc, si vous avez ici un exemple très simple de paysage adaptatif, donc vous avez ici les motifs qui correspondent aux communautés mimétiques locales, vous voyez que si on a un patron intermédiaire, eh bien, il va être plutôt dans une vallée de ce paysage adaptatif, et que la sélection va probablement pousser vers une évolution de la dominance, et une dominance entre les deux allèles qui fera que l'hétérozygote va ressembler à l'un ou à l'autre des parents. Et c'est ce qu'on veut tester dans le cadre de la thèse de Monica. Alors, donc ça, c'est la partie génétique. L'idée, c'est que cette sélection sur les motifs colérés, elle va dépendre du comportement des prédateurs, de leur capacité visuelle, de leur capacité cognitive, de leur mémoire. Et en fait, c'est pour ça qu'on a construit ce projet avec Marc, qui est un spécialiste de la perception visuelle, notamment chez les oiseaux, et qui nous a permis de nous intéresser à la capacité des oiseaux, notamment, à reconnaître différents modèles comme appartenant à un même motif coloré. Donc c'est ce qu'on s'est demandé. Alors je vous présente une des manips que fait Monica en ce moment, parce que c'est celle que je trouvais la plus facile pour une large audience. Donc en fait, elle teste, elle essaye d'estimer la prédation en population naturelle en fonction des variations des motifs colorés. Donc pour ça, en fait, elle a créé des papillons artificiels. Donc c'est très simple. En fait, elle imprime des ailes. Donc en fait, on calibre les couleurs. On fait des mesures de couleurs sur les ailes artificielles et sur les ailes réelles. On essaye d'avoir des couleurs qui sont représentatives des papillons réels. Et elle fabrique un corps en cire qui va nous permettre de repérer les marques d'attaque par les prédateurs. Et en fait, donc, le design expérimental est le suivant. Donc, à chaque fois, elle va tester la prédation sur un homozygote local, sur un autre homozygote local et sur l'hétérozygote intermédiaire entre ces deux morphes. Alors ensuite, elle utilise deux types de contrôle. Donc un morphe de la même espèce, mais qui est exotique, c'est-à-dire qui n'est pas présent dans la population dans laquelle elle teste, et un papillon comestible local qui présente des couleurs similaires, mais qui, lui, ne présente pas de toxicité. Donc dans chacune de ces expériences, elle va placer 150 faux papillons de chacun de ces motifs-là. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu comment, ce que ça donne quand un oiseau va attaquer un des papillons artificiels de Monica. Donc en général, les attaques sont centrées de ce côté-ci du corps, donc ce qui correspondrait normalement à la tête du papillon, et on retrouve bien des marques en forme de V qui sont, on voit pas très bien, qui sont caractéristiques de traces de bec. Donc ça nous confirme bien qu'on a une attaque de la part des oiseaux. Donc les sites d'expérimentation se situent dans le nord du Pérou, dans le district de San Martín, dans une région de transition entre la partie amazonienne et le piémont des Andes. Et ce qui est intéressant dans cette région, c'est qu'on a donc du polymorphisme local dans les différentes populations, mais on a aussi une variation des fréquences des différents morphes entre populations, et ça va nous permettre de tester différentes combinaisons d'allèles dans ces différentes populations.
Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle part sur un chemin et ensuite elle a un schéma compliqué pour avoir des positions aléatoires autour de ce chemin. Elle travaille en général dans des clairières ou des trous de lumière et à chaque trou de lumière qu'elle trouve, elle va poser 5 morphes mimétiques différents. Et donc elle les laisse 72 heures et ensuite elle revient relever les marques d'attaque. Alors ce que ça donne, donc je vais vous expliquer une fois le graphe bien et puis ensuite je vous donnerai différents exemples. Donc ici vous avez le nombre d'attaques. Donc ce qu'on va comparer, c'est les attaques sur les morphes locaux versus l'intermédiaire. Et donc ici vous avez les deux témoins. Donc le papillon comestible, en fait, il nous sert à estimer le taux de prédation général dans cette population-là sur les papillons. Et le morphe exotique, il nous permet de confirmer qu'il y a bien une reconnaissance par les oiseaux des morphes mimétiques locaux. Donc vous voyez, dans cette première manip, on retrouve bien une différence significative. Donc les morphes exotiques, qui ont des couleurs très vives, mais qui n'appartiennent pas à ces populations, sont beaucoup plus attaqués que les morphes locaux. Par contre, ici, on ne retrouve pas de différence entre les hétérozygotes et les homozygotes locaux. Alors vous voyez que le morphe, il n'est pas très variable, l'hétérozygote n'est pas très variable au niveau de son patron par rapport à l'homozygote. C'était aussi le cas dans cette autre population de Tarapoto. On a testé un autre hétérozygote. Donc on retrouve bien une différence entre les morphes locaux et l'exotique, mais pas vraiment de différence significative. Ça commence, on voit une tendance, mais c'est pas significatif entre l'hétérozygote et les deux homozygotes. Donc on a testé sur un certain nombre de couples. Il y a des couples où on commence à trouver des différences significatives, où l'hétérozygote commence à être beaucoup plus attaqué que les morphes locaux. Et ça semble vraiment dépendre du degré de différence entre les hétérozygotes et les homozygotes correspondants. Alors l'exemple le plus frappant, c'est celui-ci, où on a ce morphe intermédiaire qui est vraiment énormément plus attaqué que les deux morphes locaux. Il est même plus attaqué que le morphe exotique. Donc ça nous suggère, donc on a testé sur 5 triplets de motifs et on détecte une sélection sur certains de ces motifs intermédiaires qui est due à la prédation. Donc ça, c'est intéressant de mon point de vue de généticienne des populations. Ça nous montre qu'il y a probablement une sélection sur la dominance au supergène P qui contrôle les variations de motifs mimétiques. Donc on a probablement dans certains cas une sélection de ce type. Parce que les intermédiaires se trouvent sur une vallée du paysage adaptatif. Et le fait d'avoir testé un grand nombre de motifs colorés, ça va nous permettre justement de mieux caractériser ce paysage adaptatif, de voir quelles portions du motif coloré sont soumises à sélection et quelles proportions sont neutres vis-à-vis de la sélection due à la prédation. Et du point de vue des capacités visuelles, donc les analyses que Monica va mener par la suite vont nous permettre de déterminer sur quoi se basent les discriminations de la part des prédateurs. Est-ce que c'est plutôt des problèmes de forme? Est-ce que c'est plutôt des problèmes de couleur? Un peu les deux. Quelles régions du patron sont importantes ou pas? Et ça nous permet également d'estimer justement la capacité de généralisation des oiseaux, à quel point un mauvais mime va être quand même considéré comme ou reconnu comme un patron mimétique. Voilà, donc on a développé également des outils qui nous permettent de caractériser ces variations de patrons de couleurs et on peut calculer par exemple des distances phénotypiques entre différents patrons et donc on pourra mettre en relation la distance entre des motifs colorés et la pression de prédation exercée sur les intermédiaires. Ouais, j'avais juste une question par rapport aux prédateurs. Est-ce qu'il n'y a que les oiseaux qui attaquent les papillons? Parce qu'il y a quand même plein d'autres amphibiens, reptiles qui sont prédateurs des papillons dans ces régions. Donc ce qu'on sait vraiment comme prédateurs connus, donc effectivement il y a tout ce qui est oiseaux, insectivores, gobe-mouches, etc. Notamment les jacamars qui sont connus pour attaquer les papillons. Il y a aussi des mammifères et effectivement des lézards. Sur nos papillons artificiels, en fait on a essentiellement des traces de bec, de la prédation par des fourmis où ils mangent carrément les ailes et tout, donc ça on l'enlève, en fait on garde que vraiment les attaques où on voit clairement une trace de bec. Et après on a beaucoup
beaucoup de disparitions aussi, qui sont dues à des mammifères plus ou moins gros, probablement des humains aussi, je pense. Donc pour l'instant, enfin, cette manip-là, elle permet pas forcément de distinguer et de faire la différence entre... On s'est vraiment focalisé sur les oiseaux. Et dans les modèles de perception visuelle que Monica va appliquer, enfin elle a commencé à appliquer, je ne vous ai pas montré les résultats, mais elle s'est concentrée surtout sur les oiseaux et les lézards. Voilà, parce que c'était le plus simple et c'est aussi des choses sur lesquelles on est bien documenté.